Alors franchement, disclaimer dès le début de cette vidéo. Premièrement, cette vidéo va être extrêmement longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que ce livre est une brique, c'est un pavé qui fait quasiment 800 pages, il me semble, donc ça va être super long. Et deuxièmement, elle va être chaotique parce que j'ai lu ce livre au mois de mai. Juin, juillet, août, septembre. Ça fait presque 4 mois que je l'ai lu. Je m'en rappelle encore et j'ai pris des notes bien évidemment pour pouvoir vous faire cette vidéo. Mais j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo avant et du coup je la fais que maintenant. Donc il y a des trucs qui vont m'échapper et en plus de ça, je vais un peu vous balancer mes idées, mes ressentis. Ce sera pas forcément dans un ordre chronologique, ce sera pas forcément très ordonné non plus. Donc voilà, vous êtes prévenus, si vous êtes là, et bien restez, et si ça ne vous dérange pas, malgré les 2 disclaimers, et bien allons-y et nous allons bien rire pendant cette vidéo. Bien évidemment, cette vidéo sera avec spoilers, parce que je vais parler de choses qui se passent dans le livre, sans me censurer plus que ça, donc voilà, si vous en foutez des spoilers, bien continuez la vidéo. Si vous n'avez pas encore lu AquaSF, eh bien je vous conseillerais plus de lire le livre et de revenir après. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit disclaimer en disant que cette vidéo sera pleine de disclaimers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du 4e tome de la saga Un palais d'épines et de roses, qui est donc A Court of Silver Flames, qui est sorti, il me semble, au mois de janvier 2021 et qui est une énorme brique qui fait 800 pages. Comme vous pouvez le constater, j'ai retrouvé mon background habituel. On est de nouveau dans la bibliothèque qui est encore plus chargée que d'habitude, mais voilà, j'aime bien acheter des trucs et les mettre dans ma bibli. Je n'oublie pas que je vous avais promis une vidéo spéciale et vous inquiétez pas, elle arrive bientôt au juste. Il y a des gens par ici qui apparemment ont des emplois du temps de ministre et pour réussir à les voir, c'est pas facile. Donc voilà, un petit peu de patience, mais j'ai hâte de vous sortir cette vidéo un petit peu spéciale pour les 1000 abonnés sur la chaîne. Et on va passer tout de suite au contenu de la vidéo. Donc pour donner un petit background, A Court of Silver Flame se passe après le tome 3.5 de ACOTAR et donc il est en fait nécessaire d'avoir lu la novella ou du moins de savoir ce qui se passe dans la novella pour connaître la suite, parce que dans la novella en fait on en apprend beaucoup plus, on a comment on dit, un aperçu. Voilà, on a un aperçu des traumas de Nesta et de pourquoi est-ce qu'elle est comme ça et de ce que la guerre lui a causé en fait. Et en fait, on passe directement quasiment après ce qui se passe dans la novella à A Court of Silver Flames. Et je peux déjà vous dire dès le début que j'ai absolument trouvé que ce livre était génial. Pour moi, c'est le meilleur livre de la saga ACOTAR et je sais que les avis sont très mitigés sur ce tome-là, qu'il y a plein de gens qui ont été déçus, etc. Mais en fait, moi, je l'ai beaucoup apprécié parce que pour une fois, en fait, Sarah J. Maas a décidé qu'elle allait arrêter de faire semblant d'écrire une intrigue et qu'elle allait se concentrer sur son point fort qui est donc le développement des personnages. Parce que concrètement, on va pas se mentir, ACOTAR, c'est pas une histoire qui est dirigée par une intrigue très prenante. Voilà, c'est une intrigue assez simpliste et c'est plus character driven. En fait, on est plus là pour les personnages. Enfin, du moins, moi, je suis là pour les personnages, je suis pas là pour l'histoire. Enfin, concrètement, la guerre contre Hybern et tout... j'en avais un peu rien à cirer hein. Et franchement, même si le livre est long, je l'ai absolument pas vu passer tellement j'étais prise par l'histoire de Nesta, le développement de Nesta, parce qu'en fait c'est clairement une histoire de guérison. Donc on va suivre Nesta qui est complètement en dépression, qui est au fond du trou, qui cumule des PTSD depuis la guerre, etc. Et en fait on va apprendre à la connaître, à savoir pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, etc. Et voilà, on va voir son personnage se développer et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. De base, avant de lire A Court of Silver Flames, moi j'étais ni une Nesta fan ni une Nesta hater. Je m'étonnais d'ailleurs un petit peu de toute la haine qu'elle se recevait, mais bon, enfin voilà. Donc j'avais pas de tendance particulière envers ce personnage, mais vraiment après avoir lu A Court of Silver Flames, Nesta suprématie. Nesta est le meilleur personnage de cette saga. Argue with me if you want, mais pour moi c'est le meilleur personnage et je l'aime trop. Donc on commence le livre avec Nesta qui est totalement en PLS, comme je l'ai dit, à cause de ce qui s'est passé pendant la guerre, du fait qu'elle a perdu son père, qu'elle a été incapable d'utiliser ses pouvoirs, etc. Et en fait depuis, elle va noyer son trauma dans l'alcool et elle va tout faire en fait pour
un petit peu essayer d'oublier son existence. Enfin voilà, elle gère son trauma. Elle gère pas son trauma parce que elle noie un petit peu ses émotions en couchant un peu avec n'importe qui dans la ville, en buvant avec excès, en sortant tous les soirs, etc., etc. Il y a tout le monde qui clame avoir essayé de l'aider, que ce soit Fer, que ce soit Cassian, que ce soit Elaine, etc., que ce soit Amren et tout. Moi personnellement, je vois pas trop ce qu'ils ont essayé, enfin ce qu'ils ont fait concrètement, parce que pour moi, ils ont clairement essayé de lui parler une ou deux fois. Elle les a rembarrés, mais c'est Nesta, c'est son caractère. Elle les a rembarrés, ils ont pas plus voulu creuser et ils l'ont un petit peu laissé et voilà, enfin après ce n'est que mon avis hein. Mais dès le début de l'histoire j'avais envie d'en découdre parce que sachez que non seulement cette vidéo ce sera une vidéo où on stan Nesta à mort, mais on descend Fer et Rhysand et tout le inner circle aussi hein, parce que là franchement dans ce livre on a une nouvelle perspective d'eux qui est juste horrible. Donc en fait dès le début on a Nesta qui est convoquée chez Fer et chez Rhysand parce qu'elle a passé une nuit de folie, etc. Elle a envoyé ses factures à Fer et Rhysand. Après j'ai envie de vous dire, ils sont blindés donc bon, ils pouvaient bien payer. Mais voilà, il la convoque et il lui donne un petit peu un ultimatum. Et déjà que de base j'aimais ni Fer ni Rhysand, ni Mort, mais alors là, franchement, à la première scène, hein, dès les premiers chapitres, j'ai commencé à leur vouer une haine inimaginable parce que je trouve qu'ils ont hyper maltraité Nesta, qu'ils lui ont hyper mal parlé, ils l'ont mal considéré. En fait, ils ont décidé de la virer de son appart, de lui dire ouais, soit tu fais ça, soit on te balance dans le royaume des humains et si tu te fais tuer, c'est ton problème. En fait, ils lui ont donné un ultimatum comme s'ils étaient ses parents et surtout le fait que ça vient de Rhysand qui est littéralement le ministre des droits des femmes, lui qui a inventé le féminisme, etc. Ça le rend aussi pertinent que Marlène Schiappa, vous voyez. Il décide qu'elle ira s'entraîner avec Cassian dans le camp des Illyriens, donc en fait, il décide pour elle qu'elle ira faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire avec quelqu'un avec qui elle n'a pas envie d'être dans un camp sexiste où les gens la traitent de sorcière. Voilà, on adore. En fait, ils m'ont un peu donné des vibes des gens qui disent oh, tu fais une dépression nerveuse, tu devrais faire du sport, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Enfin, pour moi, c'était un petit peu ces vibes-là. Et franchement, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Hein. Entre Mort qui lui a dit que tout ce qu'elle méritait, c'est d'être balancée à la cour des cauchemars, entre guillemets, la cour des cauchemars où il y a ses parents qui l'ont maltraitée, qui l'ont battue quasiment à mort, etc. Enfin, qui ont fait de sa vie un enfer et qu'elle déteste. Au passage, c'est hyper culotté de la part de cette personne de réagir ainsi vis-à-vis de Nesta alors qu'elle n'est pas capable de dire à son meilleur ami qu'il se passera jamais rien entre eux et que ça fait 500 ans qu'elle le mène en bateau. Après on a Amren qui a énormément décru dans mon estime, franchement je l'aimais trop parce que je la trouvais super cash, elle disait les trucs directement aux gens, mais entre elle qui la slut shame à mort, qui a dit que elle était complètement inutile, qu'elle servait à rien, etc., que c'était un cas perdu, et entre Rhysand qui décide de la traiter comme si c'était un animal particulièrement dangereux et qui lui dit des phrases en mode tu traiteras Gwynriel avec respect, comme si Nesta elle allait se mettre à insulter cette meuf, etc., alors qu'elle sait très bien pourquoi elle est à la librairie. J'étais en mode vous jouez à quoi? Le trio là, qu'est-ce qui se passe exactement? Fer, c'était pas mieux, mais franchement on en reparlera peut-être après d'ailleurs si c'est dans mes notes, mais le personnage de Fer, qu'est-ce qu'elle m'a saoulée pendant tout ce tome, franchement. Moi on m'avait dit un tome dédié à Nesta et à Cassian. Bon certes j'imaginais bien que les autres là on n'allait pas non plus ne plus les voir, mais c'était quand même un peu trop présent à mon goût. C'est bon, vous avez eu 3 tomes, vous avez eu 3 livres, votre histoire elle est terminée, je ne veux plus entendre parler de vous, vous me saoulez. Donc déjà leur espèce d'intervention là soi-disant pour sauver Nesta, ça m'a saoulée à mort. Enfin je sais que soi-disant ça partait d'une bonne intention, mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses en fait, clairement pas. Et parlons du personnage de Rhys, le personnage de Rhysand qui a décidé de cacher à sa femme slash âme sœur que le bébé qu'elle portait risquait de la tuer. Oui, parce que Fer est enceinte bien évidemment, alors que dans les tomes d'avant on nous avait dit qu'ils allaient attendre, etc., qu'ils préféraient profiter un petit peu de la vie avant de faire un enfant, mais bon, foutons un gosse dedans, ça rajoute un petit peu de drama. Et donc il cache à Fer que le bébé qu'elle porte risque de la tuer, et au-delà du remake de déjà vu qu'on a dans Twilight, c'est hyper incompatible venant d'un mec qu'on nous a présenté pendant des tomes et des tomes comme étant pro-choice, qui donnait à Fer tout plein de choix. Comparé au Rhysand qui était dans les tomes d'avant, pour moi ça me semble complètement incompatible. Mais après j'ai envie de vous dire, dans le premier tome il lui a quand même cassé le bras sous la montagne pour obtenir ce qu'il voulait d'elle. Donc j'ai envie de vous dire,
c'est peut-être pas si incompatible que ça. Mais après, il avait bien dit à Nesta en gros que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour faire et pour faire seulement, et que Nesta, il la détestait. D'ailleurs, entre parenthèses, ça me fait bien rire que Elaine, il l'aime bien, alors que il y a ni Nesta ni Elaine, hein, ni personne qui a levé le petit doigt pour aider Fer quand elles étaient encore humaines et que c'était la seule qui allait chasser dans les bois. Elaine, elle a rien fait non plus, hein, mais il a décidé de concentrer toute sa haine sur Nesta, je sais pas trop pourquoi. Donc concernant Rhysand, soit son comportement il fait sens, c'est dans la continuité, et là vu qu'on est du point de vue de Nesta, on les voit d'une autre manière, ce que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, voir le Inner Circle qui était d'un autre point de vue que celui de Fer, parce que bah Fer, voilà, elle avait son point de vue, etc. Rhysand, elle idéalise un petit peu le Inner Circle aussi parce que c'est sa deuxième famille, alors que Nesta c'est pas trop le cas, enfin elle les apprécie pas plus que ça et tout, donc j'ai bien aimé les voir du point de vue de Nesta parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup plus réel et qu'on les voyait beaucoup plus comme ils étaient, parce que du point de vue de Fer, étant donné que c'est ses amis et tout, c'est un peu ouais, ils ont toujours raison, ouais, ils font les choses pour une bonne raison, etc., etc. Mais du point de vue d'une autre personne, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Donc, soit le comportement de Rhys fait sens avec le reste, soit c'est de la mauvaise écriture. Pour moi, c'est un petit mélange des deux, mais après, j'ai envie de vous dire, Rhysand, je l'aime pas particulièrement, et pour moi, Rhysand et Tamlin, c'est du pareil au même, voire j'ai même un peu plus de sympathie pour Tamlin que pour Rhysand, parce que Rhysand, il décide de donner des choix à faire quand il a envie de donner des choix à faire, et c'est clairement ce qu'on a vu là dans ce tome. Et en fait, j'étais très outrée que tout l'entourage de Fer s'est mis à penser que c'était une bonne idée de lui cacher que sa grossesse était à risque et que son enfant risquait de la tuer. Genre personne s'est dit non, enfin peut-être qu'on devrait leur dire. Ils ont tous décidé d'un commun accord de lui cacher la vérité, ce que j'ai pas trouvé très correct. Enfin c'est quand même son corps et son enfant, donc bon, elle mérite d'être au courant, mais bon, enfin bon, voilà quoi. Et ce qui m'a bien fait rire aussi, enfin ce qui m'a fait rire et ce qui m'a aussi donné envie d'en découdre, c'est quand Nesta elle balance à Fer en fait que bah, son enfant risque d'aller la tuer vers les 3/4 du livre environ, et que Rhys est tellement énervé qu'il dit à Cassian de sortir Nesta de la ville, sinon il risque de la tuer. Bon voilà, hein, c'est du Rhysand tout craché, et qu'on l'emmène dans les montagnes et qu'on la shame encore une fois en mode ouais, t'es pathétique, t'es inutile, t'es hyper méchante, personne ne t'aime et tout. Franchement, j'avais envie de rentrer dans le livre et de lui faire un câlin parce qu'elle méritait vraiment pas ça, et que certes c'était pas une manière de balancer à sa sœur qu'elle risquait de mourir, mais au moins elle lui a dit, parce qu'il y a absolument personne qui ne comptait lui dire, j'ai l'impression, ce qui n'est pas du tout normal. Et le pire dans tout ça, c'est que Fer, elle a l'air de bien prendre la chose. Elle est en mode ouais, j'étais énervée au début, mais bon, il a fait ça pour me protéger, franchement là dans ce livre, Rhysand il cumule tous les red flags. Entre lui cacher que sa grossesse est à risque, la surprotéger à mort même autour de ses amis, parler hyper mal à Nesta, etc. et considérer Nesta comme une menace alors que bon, c'est quand même sa sœur, faire des blagues de cul sur sa vie sexuelle et tout, on a tout, et je suis en mode mais stop en fait, qu'est-ce qui se passe exactement? Et vraiment le fait que Fer, ça la dérange pas du tout, alors que si ça avait été Tamlin, mais alors il y aura tout le monde qui aurait crié au scandale. Donc je comprends pas quand c'est Tamlin qui la surprotège. Bon certes, il est enfermé dans le château, je dis pas que c'est une chose à faire, etc. Mais en fait Rhysand il fait quasiment la même chose là, et Fer elle est en mode ha mon mate essaye juste de me protéger, alors que quand c'était Tamlin c'était trop grave. Je comprends pas trop c'est vraiment deux poids deux mesures que je comprends pas. Enfin bon, visiblement elle a perdu tout son bon sens à partir du moment où le mating bond avec Rhysand s'est formé, c'est la seule explication que j'ai. Et en fait en lisant AquaSF et surtout le début, j'ai eu la forte impression que tout le monde dans ce livre était énervé contre Nesta parce que Nesta était en dépression. Et vraiment j'ai pas compris, hein, parce que j'ai l'impression que c'était plus de la colère que de l'empathie qu'il ressentait vis-à-vis d'elle, alors que bon, enfin vous vous rendez quand même compte qu'elle ne va pas bien, c'est pas le comportement de quelqu'un qui va bien, non, vous le voyez bien, et vous vous permettez d'être en colère contre elle parce qu'elle est en dépression, mais ça va pas ou quoi? Et en fait finalement dans ce livre, j'ai détesté absolument tout le monde, mis à part Nesta, Gwyn, Azriel, puisqu'il était, bah, bon voilà, c'était vraiment un personnage de fond, et Emery. Et Cassian ça va, mais j'ai trouvé que son personnage n'avait pas été très bien développé dans AquaSF. Donc bon, après je reviendrai là-dessus, mais voilà. En fait, j'ai détesté le Inner Circle dans ce livre parce que concrètement, je voyais pas ce qu'ils avaient fait de concret pour aider Nesta, même s'ils clamaient le contraire. Et pour moi, en fait, pour eux, j'ai l'impression que c'était un peu une espèce de revanche perverse parce que Nesta avait jamais été très sympa avec eux, etc. Qu'elle avait toujours été très désagréable et qu'ils saisissaient chaque occasion pour l'enfoncer encore plus sous pied sous terre, alors qu'elle
allait déjà très mal. Et en fait, vu qu'on est dans la tête de Nesta, bah, on sait déjà qu'elle se déteste en fait. Elle sait qu'elle se déteste, que les autres la détestent, que en fait c'est un cercle vicieux et tout, qu'elle est pleine d'amertume, qu'elle est complètement au fond du trou, qu'elle a du trauma, etc. Et même Rysand le voit en fait. Quand elle fait un cauchemar et qu'il vient la sauver, Rysand il le voit, mais ça l'empêche pas de la traiter hyper mal, ce que je comprends pas non plus. Si on parle du personnage de Cassian, moi je l'aime bien, enfin j'aime beaucoup Cassian, etc. Dans les autres tomes, j'ai toujours trouvé adorable, c'était un petit peu la petite touche d'humour et tout, un peu le petit beauf de service qu'on aime bien et tout. Sa relation avec Nesta m'avait toujours intriguée, mais en fait dans ce livre, je trouve qu'il était mal développé parce que dans ses points de vue, bah, soit il avait toujours la dalle, il avait toujours envie de s'envoyer en l'air avec Nesta, ce qui ne me semblait pas si réaliste, parce que concrètement, la manière dont il est décrit physiquement, etc., le mec il a 500 ans, vous allez me dire que s'il voulait s'envoyer en l'air, il pouvait pas s'envoyer en l'air. Enfin, il l'a déjà fait, hein, mais genre il n'y a pas à être aussi orni que ça en étant une personne telle que lui, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que ça manque un petit peu de réalisme. Et en fait, je trouve que son personnage a été mal développé et qu'il n'a pas vraiment d'intérêt dans le livre, mis à part être là pour Nesta, pour entraîner Nesta et tout. Enfin, il n'a pas... sa personnalité en tant que telle n'a pas été très développée dans ce livre, je trouve, du moins a été sous-développée. Et d'ailleurs, je lui en veux toujours d'avoir dit à Nesta que tout le monde la détestait. Et je crois qu'en plus, elle a dit ça quand elle parlait mal de Rhys. As she should, parler mal de Rhys parce que c'est tout ce qu'il mérite et qu'elle a dit que c'était pas son High Lord, etc. Et elle a absolument raison et tout. Et je crois qu'il lui a balancé, bah, de toute façon tout le monde te déteste et tout. Comme si elle le savait pas déjà. Enfin, vous voyez, j'ai pas trop aimé cette dynamique. Bon, après, c'est la seule fois où il a été désagréable avec elle et tout. Mais bon, je l'ai quand même toujours un petit peu là, à travers de la gorge. Moi, on touche pas à Nesta, je vous l'ai dit. Et donc, principalement, moi, ce que j'ai reproché au Inner Circle, en plus de complètement se venger de Nesta, parce que je trouve complètement leur comportement, c'était de la vengeance, parce qu'il n'y a pas à slut-shamer les gens comme ça, enfin ça va pas du tout, ni à les rabaisser à ce point là, c'est qu'ils ont abandonné trop vite en fait. Ils voyaient très bien que Nesta elle allait mal, etc. Certes qu'elle les repoussait, mais c'était dans sa nature, et ils ont pas cherché à aller plus en profondeur que ça. Ils ont pas cherché à la décrypter, parce que Nesta c'est déjà quelqu'un qui est assez difficile, c'est difficile d'avoir accès à ses émotions, à ce qu'elle pense, etc. Donc bah étant donné qu'en plus ils l'aimaient pas, ils ont pas cherché quoi. Alors que si ça avait été un autre personnage, ils auraient tout fait pour faire en sorte qu'elle aille mieux, et ils se seraient pas comportés de cette manière là. Et d'ailleurs en particulier le personnage de Elaine, qui sera mon prochain point, parce que elle m'a encore donné du grain à moudre. Je suis tombée sur un TikTok des gens qui disaient ouais mais comment vous pouvez détester Elaine alors qu'elle a les mêmes attributs que Azriel, etc. Vous la détestez juste parce que c'est une femme, etc. Non, je déteste pas Elaine parce qu'elle kiffe faire de la jardinerie et qu'elle aime faire à manger. Je déteste Elaine parce que c'est une idiote, parce qu'elle s'est fait enlever au plein milieu de la guerre, qu'elle a mis en danger la vie de Fer et de Azriel parce que c'est qu'une sotte, parce que la manière dont elle traite Lucien, je suis désolée mais je trouve ça dégueulasse, et là la manière dont elle a traité Nesta en plus. Donc voilà pourquoi je n'aime pas Elaine. C'est pas que je l'aime pas parce qu'elle fait de la jardinerie ou je sais pas quoi, comme je vous l'ai dit. Elaine c'est un peu une Brie Van de Camp du Lidl. Brie, moi je la kiffe, je la surkiffe, mais je suis désolée, mais Elaine c'est pas possible quoi. Mais clairement Elaine et Brie rien à voir. Brie est beaucoup plus charismatique et beaucoup plus intéressante, et ça même les personnages semblent s'en rendre compte. Entre Fer à la fin du livre qui dit à Rhys est-ce que tu penses que Elaine est boring, tu penses que Elaine est ennuyante et tout, parce qu'elle-même la trouve boring, et Nesta qui dit que Elaine est aussi fidèle qu'un chien, ce qui est totalement vrai parce qu'en fait elle va vers la main qui la nourrit. Quand c'était Nesta qui l'a protégée à mort, etc., elle ne jurait que par Nesta, mais maintenant que Nesta est au fond du trou et qu'elle a besoin d'aide, elle décide de s'en foutre de Nesta et de vivre sa meilleure vie avec le Inner Circle, ce que je trouve pas du tout correct. Et voilà, enfin concrètement il n'y a pas à faire des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'elle a décidé d'aller voir une fois Nesta l'a repoussée, elle est en mode ok I'm done, je vais jardiner. Bitch, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, hein, clairement pas, sachant que ta soeur elle a tout fait pour te donner sa vie et tout, enfin elle t'a tout donné, elle t'a surprotégé à mort, etc. Et toi c'est comme ça que tu la remercies. Je vais rien ajouter d'autre. En plus de ça, elle est super désagréable envers Lucien, qui est juste hyper gentil avec elle. Stop quoi, au bout d'un moment, non, moi je peux pas. J'ai l'impression que tout le monde a l'air de s'en rendre compte, sauf Azriel, mais vu ses goûts en matière de femme, son avis compte pas du tout. Ce que j'ai vraiment
aimé dans AquaSF, bah comme je vous l'ai dit, c'est être dans la tête de Nesta, comprendre la psychologie de Nesta, comprendre qu'elle est vraiment en dépression, qu'elle a des PTSD, qu'elle se déteste en fait et qu'elle a cette amertume et qu'elle n'arrive pas à s'en défaire. Et en fait on comprend tout ça et donc ça excuse pas son comportement parce qu'elle a fait des choses qui concrètement, voilà, ça excuse pas son comportement mais ça l'explique. Donc le fait qu'elle doive aller s'excuser pour avoir été en dépression, parce que concrètement elle s'excuse auprès des autres pour avoir été en dépression, j'étais pas du tout d'accord parce que certes tu t'excuses par rapport au comportement que t'as tenu avant et tout par rapport à quand t'étais humaine, mais tu t'excuses pas parce que t'étais en dépression. Enfin je comprends pas pourquoi les gens attendaient des excuses parce qu'elle était en dépression, enfin, c'est n'importe quoi, surtout vis-à-vis de Amren qui a été horrible avec elle, mais genre vraiment pas du tout apprécié ça, cette espèce d'histoire en mode elle devait s'excuser. Pour moi elle avait pas à s'excuser, pas pour le fait d'avoir été en dépression en tout cas. Et ce qu'on apprend en fait c'est que bah Nesta a dit bah ouais en fait tout le monde m'a abandonné, les uns après les autres ils m'ont laissé etc, m'engouffrer au fond du trou, il y avait personne qui a envie de m'aider parce qu'il y a personne qui m'aime. Et tu te rends compte que c'est hyper vicieux parce que toute sa vie elle a laissé ce mur d'amertume en fait autour d'elle, genre elle a laissé l'amertume la ronger pour se protéger et du coup elle était hyper méchante avec tout le monde. Elle était méchante avec Fer, elle a été méchante avec Cassian, mais on apprend pourquoi elle a été méchante avec Cassian après. Et certes elle est froide et elle a une apparence impassible et elle laisse pas transparaître ses sentiments et elle est prompte à la colère etc, mais il y a une explication derrière tout ça et en fait on apprend qu'elle se déteste vraiment, genre elle a vraiment une self-hate et en fait elle dresse un mur entre elle et les gens en laissant seulement transparaître la colère parce qu'elle sait que la colère ça repousse les gens et qu'elle est hyper vulnérable en fait en son fort intérieur et que bah elle veut pas laisser les gens s'approcher, qu'elle a peur de laisser les gens s'approcher et tout, et sachant qu'en plus elle se déteste, bah elle a pas forcément envie que les gens bah apprennent à la connaître ou quoi, et elle a pas d'estime d'elle-même parce qu'elle se rend compte qu'elle a laissé sa petite sœur faire tout le travail à la maison quand elles ont perdu toute leur fortune, qu'elle a pas pu sauver son père et que son père est mort devant ses yeux. En plus sa mère l'a mise en compétition avec ses sœurs dès son plus jeune âge, donc vraiment enfin son enfance a pas été facile, dans sa tête c'était un peu, tout était messed up, et sa colère vient du fait que son père il a jamais rien pu faire pour les sauver, que sa mère était horrible avec elle, qu'elle a été attaquée sexuellement, enfin elle a été victime d'une agression sexuelle etc. Donc en fait on a vraiment une explication. Et enfin moi personnellement je me suis hyper identifiée à elle, je trouve que c'est un personnage qui est très identifiable surtout quand elle se livre à ce point là parce qu'on découvre qu'en fait elle est vulnérable et qu'elle a juste peur, qu'elle a du mal à montrer ses sentiments etc. Et vraiment il y a un chapitre en fait où elle explique à Cassian que si elle était si méchante avec elle et qu'elle était si froide avec, si elle était si méchante avec lui pardon, et si elle était si froide avec lui, c'est parce que bah en fait elle savait qu'elle ne le méritait pas, et ça elle le savait avant même de devenir Fate, donc quand elle était encore humaine. Et il y a un chapitre en fait, je crois que c'est le chapitre 58 où Cassian l'emmène faire de la randonnée dans les montagnes et où on apprend qu'elle a des idées suicidaires, qu'en fait bah elle peut plus vivre avec toute cette colère, toute cette amertume, toute cette haine, tout ce dégoût pour elle-même, et en fait elle s'écroule complètement et elle fait un mental breakdown et du coup bah elle se vide et elle se confie à Cassian et tout, et ce moment est tellement beau, enfin c'est tellement beau et c'est tellement triste en même temps, enfin ça m'a brisé le cœur. Et ouais c'était horrible et c'était hyper touchant, et vraiment le personnage de Nesta en fait il est hyper touchant, hyper réaliste je trouve, et très très bien fait. Et franchement ça a trop résonné en moi, dans mon cœur ça faisait je t'en bobom. Mais par-dessus tout, ce que j'ai vraiment aimé dans AquaSF, c'est que bah Nesta elle a fait son petit chemin, certes elle était accompagnée et tout, mais on a suivi son petit chemin, enfin son petit chemin non parce que c'était sur des mois quand même, son chemin vers la guérison, comment est-ce qu'elle a réussi à se reconstruire peu à peu, comment est-ce qu'elle a réussi à se lier d'amitié avec ses amis, à avoir des nouvelles amies, à constituer elle-même sa famille. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'en fait elle rejoint pas vraiment le inner circle, mais elle a sa propre found family quand elle trouve Gwyn et Emery, et que certes Cassian est là pour l'épauler, mais c'est pas non plus lui qui résout tout son trauma parce que là j'aurais vraiment détesté, et il est là pour l'aider et tout, mais elle guérit par elle-même en fait. Et vraiment un trope que j'ai surkiffé, c'est vraiment déjà le trope de la found family, je trouve ça génial, et le fait qu'elle ait trouvé ses meilleurs amis dans Emery et Gwyn, j'ai trouvé ça génial parce que je trouve que c'est bien un truc qui n'est pas mis suffisamment en avant dans les livres, c'est les
amitiés féminines. Et en fait elle méritait tellement d'avoir ses propres amis, et en plus Gwyn et Emery, enfin énorme cœur sur elles parce que leurs histoires sont tellement touchantes, elles sont hyper gentilles, ce sont des femmes qui sont fortes, qui elles aussi ont du trauma mais qui apprennent à se reconstruire, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elles arrivent à tisser des liens avec Nesta. Vraiment toutes leurs scènes, j'étais trop fan, les scènes de la pyjama party j'étais trop fan, quand elles se sont échangées les bracelets j'étais trop fan, quand elles s'entraînaient ensemble j'étais trop fan, quand elles étaient en train de gossiper j'étais trop fan, quand elles s'échangeaient des recommandations de livres j'étais fan, et en plus de ça le personnage de Gwyn, mais le personnage de Gwyn, cœur plus. Et je pense que c'est parce que c'est une, comment on dit, une prêtresse là, et du coup c'est un peu l'équivalent d'une nonne, et en plus elle chante dans son truc de nonne, donc en fait c'est un peu genre une Christian girl qui chante à l'église, et c'est trop drôle parce que dans une autre vie si j'avais pu chanter, du coup Gwyn serait grave pète moi, ça doit être pour ça que je l'aime autant. Du coup bien évidemment je ship à mort Gwynriel, pour moi ils sont head gay, donc si vous commencez à me dire que vous shippez Azriel et Elaine, vous allez quitter cette vidéo tout de suite. Je rigole à moitié, mais je reparlerai vite fait dans la partie où j'aborderai le chapitre de Azriel, parce que là aussi il y a des trucs à dire. Bon, donc là c'était clairement tous les points positifs de l'histoire et pourquoi j'ai trouvé que Aquasaf était super, mais il y a évidemment quelques petits points négatifs comme le fait, enfin j'allais dire le fait que le plot soit weak, mais en soi comme j'ai dit je lis pas ça pour le plot. Moi un truc qui m'a qui bien sûr m'a sauté aux yeux, c'est que en fait en l'espace de 6 mois Nesta, Gwyn et Emery deviennent des Valkyries alors que normalement c'est des années et des années d'entraînement, qu'elles réussissent à battre les hommes illyriens dans le Blood Rite. En fait le Blood Rite, je crois qu'on en parle dans les livres d'avant, mais c'est un espèce de rite que tous les Illyriens doivent passer à partir d'un certain âge pour montrer qu'ils sont des vrais guerriers, et les derniers qui avaient gagné, enfin les 3 dernières personnes qui avaient gagné le Blood Rite ensemble, bah c'était Azriel, Cassian et Rhysand, et voilà c'est hyper dur de gagner etc, et le fait que ce soit elle qui gagne contre des mecs qui se sont entraînés depuis qu'ils ont genre 12 ans, j'étais en mode je veux bien y croire, mais bon, faut pas me prendre pour un jambon quand même. J'ai bien vu que le but c'était de montrer qu'elles ont réussi à s'entraîner, à surpasser leur trauma, etc. Mais bon, enfin voilà, c'était pas non plus hyper réaliste. Deuxième point sur lequel j'ai été extrêmement déçue, c'est bien évidemment le fait que Nesta ait dû abandonner ses pouvoirs. Franchement, ça m'a dévastée parce que c'est bien un trope que je déteste. Surtout que c'était pour sauver Fer. Donc j'avais encore plus envie d'en découdre. Mais attendez, c'est une blague. Genre depuis la fin du tome 2, Nesta elle est hyper badass. Elle a des pouvoirs incroyables. Elle a volé du chaudron, etc. On n'a même pas vu l'étendue pleinement de ses pouvoirs. On a eu qu'un aperçu. Genre c'était Lady Death et tout. Elle aurait pu faire des trucs de ouf. Moi je m'attendais grave à ce qu'elle se batte avec Rhysand et qu'elle botte le cul de Rhysand parce que c'est tout ce qu'il méritait. Et non, genre elle a abandonné ses pouvoirs pour sauver Fer, et du coup bah on verra jamais ça. D'ailleurs au passage c'est mentionné à plusieurs reprises qu'elle peut faire des trucs de ouf, qu'elle a des pouvoirs incroyables, etc. Mais on sait toujours pas ce qu'elle peut faire. Bon, maintenant qu'elle a abandonné ses pouvoirs, j'imagine qu'on le saura jamais. J'espère qu'elle en a gardé une partie parce que sinon j'aurais vraiment le seum. Mais voilà, et à ce moment-là je me suis dit purée, mais Sarah J. Maas c'est vraiment pas créé un système de magie, parce que enfin entre elle et Mort qui est la Morrigan et qui a le pouvoir de vérité, mais on sait pas ce qu'elle fait, on sait pas ce qu'elle peut faire, et Nesta pareil, enfin bon il s'agit quand même de donner un peu plus de détails sur ce genre de choses. Un des derniers trucs qui m'a énervée, et oui je suis en train de taper sur ma table de chevet, mais qui m'a énervée, c'est quand vers la fin du livre on apprend qu'il y a une des reines, je sais pas quoi, qui est en train de manigancer, je sais pas quoi, etc. Qui doivent se dépêcher pour aller les arrêter. Et que Rhysand et Fer, bon Fer elle est en cloque donc à la limite ok, mais que Rhysand est en mode ah non débrouillez-vous sans moi, je peux pas venir, parce que ces deux imbéciles ont décidé de passer un pacte disant que si l'un mourait, l'autre mourrait aussi. J'avais envie d'en découdre, mais à un point, je me suis dit il n'y a pas à être bête comme ça. Tu peux pas faire des trucs comme ça, il n'y a pas à être bête comme ça. Mais vous êtes malade en fait. Donc ça veut dire que vous allez vivre votre petite vie à l'abri du danger s'il y a des trucs qui se passent, et vous allez envoyer vos potes à la mort parce que vous avez fait un stupide pacte. Mais ça va pas ou quoi? Pour moi il y a que les frères et sœurs qui peuvent faire des trucs comme ça, et c'est mignon. Genre quand c'est un couple ça passe pas du tout, mais il y a clairement pas à faire des trucs comme ça. En plus c'est stupide parce que vous imaginez s'ils réussissent à sauver le gosse et que le gosse il naît, bah du coup le gosse il est orphelin parce que Fer elle est morte, et donc il y a son daron qui décide de mourir aussi. Mais ça va pas, c'est complètement con. Vraiment j'étais débordée. Je me suis dit je me serais battue. Si j'avais été Azriel Lucasson, je me serais battue. J'aurais été en mode gros, à quoi tu joues exactement? Enfin ça va pas ou quoi?
En parlant de ça, du coup, je vais parler rapidement de leur relation, mais Fer, c'est vraiment une 19 days fiancée. Genre, la meuf s'est vraiment mariée en 3 mois, elle a eu tout le gosse, la maison, etc. Est-ce que je rage parce que j'aurais voulu que ce soit ma vie? Oui, probablement, mais ce n'est pas le point de mon argumentation. Le point est que de base, ils avaient décidé d'attendre, etc. pour avoir un enfant, que de base, pour les filles, c'est hyper compliqué d'avoir un gosse, et eux, directement, 2 mois de relation, ils ont un enfant alors qu'elle a 22 ans. Ok, why not? Mais ça reste insistant. Et le fait qu'avec sa grossesse, elle a volé la vedette à Nesta, j'étais en mode, oh, c'est pas toi l'héroïne de l'histoire. L'héroïne de l'histoire, c'est Nesta. C'est Nesta qu'on veut suivre. Je m'en fous de ta grossesse. De base, je suis pas une hateuse de la pregnancy trope. Mais là, j'étais en mode, je m'en fous clairement de savoir comment se passe ta grossesse et tout. Redonnez-nous du Nesta, s'il vous plaît. Parce que faire concrètement, moi, je trouve que depuis qu'elle est avec Chris, elle a clairement décidé d'abandonner le peu de personnalité qu'elle avait. Elle vit grave dans son ombre. Enfin, c'est pas possible d'être comme ça, de vivre comme ça, c'est... Enfin bref, ils me débectent tous les deux, vraiment, ce couple me débecte. D'ailleurs, je voulais revenir sur un truc que je disais par rapport à Cassian. En fait, je pense vraiment que Sarah J. Maas, elle a voulu faire un truc féministe et tout, en mode oui, les hommes sont romantiques, ils couchent pas avec n'importe qui. Ouais, on sait que c'est faux, d'accord, mais vous allez pas me faire croire que Cassian en 500 ans, il est jamais tombé amoureux, il trouve personne avec qui coucher et tout. C'est faux, c'est pas réaliste. Non, regardez-le s'il vous plaît. Stop, il s'agit d'arrêter de mentir. Alors bien évidemment, si vous ne le saviez pas, AquaSF c'est un livre qui a été rebrand en New Romance parce qu'il y a énormément de scènes de smut, c'est un contenu qui est très très explicite, donc vraiment 18 ans et plus, hein, parce que ça y va dans ce tome-là. Et en parlant de ça, voilà, j'ai quelques griefs personnels avec Sarah J. Maas parce que certes, je suis passée au-dessus du fait de connaître tous les synonymes en anglais du mot grenier. Ça a été difficile pour moi, mais bon voilà. Mais l'expression fist, pour parler de fist, E-A-S-T, hein, pas un fist, vous m'avez comprise, mais fist pon, genre en mode en train de la dévorer, des trucs comme ça, je suis en mode stop. Et puis tout le truc par rapport aux odeurs, je trouve ça extrêmement gênant, c'est-à-dire que dès que t'es un petit peu horny, il y a toute la ville qui est au courant que t'es horny parce qu'ils peuvent le sentir. Et genre dans la maison où Nesta et Cassian ils étaient, puisque bah du coup... J'ai pas vraiment expliqué le plot parce qu'il y en a pas, mais très rapidement, à partir du moment où Fer et Rhysand donne un ultimatum à Nesta, elle doit aller à la House of Wind, là je crois, avec Cassian pour s'entraîner et tout, et du coup c'est Cassian qui l'entraîne pour la remettre en forme, etc. Donc ils passent tout leur temps ensemble, vous imaginez bien, il se passe des trucs entre eux et tout, mais du coup la maison empeste et on sait tout ce qui s'est passé dans la maison parce qu'il y a les odeurs et je suis en mode... Stop, s'il vous plaît, c'est extrêmement gênant. T'imagines, t'es là, t'essayes de faire un petit peu tes bails en soum soum, mais tu peux pas parce que tout le monde sent l'odeur. Trop gênant, trop gênant. Évidemment, je ne peux pas parler de cette vidéo, je ne peux pas parler de AquaSF sans mentionner le meilleur personnage après Nesta, qui est la maison de House of Wind, qui est en fait une maison magique et qui donne à Nesta tout ce dont elle a besoin. Vraiment la maison, le meilleur personnage, elle a faim, il lui donne de la nourriture, elle veut lire, il lui donne des super recommandations de lire et tout. Je veux une maison comme ça, franchement. Meilleur personnage, deuxième meilleur personnage, la maison était on point. Très brièvement aussi, on voit le personnage de Lucien, toujours dans mon cœur, je l'aime trop, il mérite grave mieux, j'espère qu'il va se mettre avec Vassa au moment où Elaine se rendra compte que c'est l'homme de sa vie parce que c'est tout ce qu'elle mérite. Il mérite bien mieux que Elaine, Jardiland, Archeron, c'est tout ce que j'ai à dire. Le mec fait littéralement tout pour prouver qu'il est de bonne foi et il se fait menacer par tout le monde et tout le monde lui parle mal, je comprends pas. Il mérite vraiment mieux, hein, le pauvre. Au passage, on a aussi des aperçus un peu plus en profondeur du personnage de Eris, qui est donc le mec qui était censé se marier avec Mor et qui est le frère de Lucien, et ce personnage est juste trop drôle. J'ai adoré ses pics et tout, c'était vraiment génial. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur lui et tout parce qu'il est très intriguant, donc voilà, très fan. Et qu'est-ce que je voulais ajouter aussi avant de vous parler du chapitre bonus sur Azriel, la relation Nesta-Cassian. Pour moi, la relation me va très bien. Je sais qu'il y en a qui trouvent que non, c'est pas ouf, etc. Mais je trouve qu'ils se complètent parfaitement, et vu comment c'était ambigu entre eux, même au moment où Nesta elle était encore humaine, c'était sûr et certain qu'ils allaient être
mates, enfin qu'ils allaient être âmes sœurs. Bon, je tiens à mettre un disclaimer en disant que, encore une fois, la trope de âmes sœurs, quand c'est des âmes sœurs genre amoureuses et tout, c'est pas ma trope préférée. Que normalement, en plus, dans ce monde, dans ACOTAR, c'est censé être un truc qui est hyper rare, mais là, apparemment, il y a tout le monde qui a un mate. Je suis en mode, il s'agit de doser un petit peu, enfin... Stop, le truc, il est pas rare. S'il y a tous les personnages qui sont dans l'histoire qui trouvent leur âme sœur, ce n'est plus rare, du coup ça perd un peu de son intérêt, mais pour moi ça coulait totalement sous le sens qu'il soit mate. C'était pas du tout une surprise d'ailleurs pour moi, on l'a appris aux 3/4 du livre, c'était pas du tout une surprise, donc voilà, ils vont parfaitement bien ensemble je trouve, même si en soi leur relation aurait pu être un petit peu plus développée, parce que certes ça passait beaucoup par le plan physique, etc, tout ça aurait pu être un petit peu plus développé, mais même comme ça m'allait quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon bref, ça m'allait quand même si ça aurait pu être un petit peu plus développé, mais je les aime trop, ils méritent tout. Et on va conclure cette vidéo avec le chapitre bonus sur Azriel. Concrètement ce chapitre il n'était pas disponible dans toutes les versions, je crois qu'il était disponible que aux États-Unis. Ce que j'ai pas compris, ça donne grave des vibes de la xénophobie. Comment ça, il y a que aux States qui peuvent avoir le chapitre sur Azriel et nous on va un petit peu se faire foutre quoi. C'était un petit peu ça, j'ai pas trop compris la démarche de la maison d'édition. En gros on avait un chapitre additionnel à la fin, enfin 2 chapitres, un chapitre sur Fer, bon voilà, qui était pas non plus super intéressant à part le fait qu'elle dise que Elaine était boring. Et un chapitre sur le point de vue de Azriel en fait, qui prend place au moment de leur fête de Noël et tout. Et en fait, il y a la fête de Noël qui est passée, tout ça, alors que tout le monde est parti, il y a Azriel qui va offrir un cadeau à Elaine, enfin en gros ils se retrouvent dans le salon et tout, et lui il lui offre un cadeau, et elle lui offre un cadeau, alors qu'au passage elle n'a pas offert de cadeau à Lucien, alors que c'est son mate, alors que lui il a offert des cadeaux, mais bon c'est pas grave, ok, d'accord, je ne dis rien. Mais voilà, ils s'offrent leur cadeau et tout, et on sait tous depuis le tome 2, depuis la fin du tome 2, il y a une espèce de tension bizarre, une tension sexuelle bizarre entre Azriel et Elaine, mais bah ils font rien parce que bah il y a Lucien qui est le mate de Elaine, et que Lucien bah c'est un petit peu un ambassadeur entre les cours et tout, du coup bah pour maintenir la diplomatie c'est peut-être mieux que Azriel se tape pas sa mate, voilà. Je pense que le personnage d'Azriel, je l'aime autant malgré ses goûts misérable en matière de femme, parce qu'il fait le taf qu'on lui demande et qu'il la ferme, c'est-à-dire qu'il parle pas pour rien, il est simple, efficace, précis. Concrètement tout ce qu'on peut demander d'un homme quoi. Mais la première partie de son chapitre était étrangement perturbante. En fait j'avais l'impression de regarder cette scène à travers la serrure d'une porte, de pas vouloir la regarder mais d'être incapable d'arrêter de la regarder. Vous voyez, ça donnait un petit peu des vibes bizarres, parce qu'en gros enfin t'as Elaine et Azriel qui se rapprochent, qui sont sur le point de s'embrasser et tout, et moi j'étais en mode ah, j'ai envie de lire du point de vue d'Azriel, mais j'ai pas envie de lire à quel point il a envie de se taper Elaine en fait, genre non, stop. Et vraiment, seul moment de ce livre où Rhys a été utile, et franchement il m'a ôté les mots de la bouche, quand en gros il a déboulé dans la tête d'Azriel pour lui dire en gros à quoi tu joues, stop, tu montes dans mon bureau. Franchement, j'avais envie d'en découdre avec cette scène, la scène, enfin le baiser qui allait arriver et tout. Et pour une fois, j'étais heureuse de voir le personnage de Rhys arriver. Mais en fait, ce chapitre était un petit peu creepy parce que moi je trouve que, et ça se retranscrit très bien dans le livre, en fait, Azriel, il a un peu une obsession malsaine avec Elaine, parce que il se compare vachement à elle en disant ouais elle est si pure et si innocente alors que moi j'ai fait plein de trucs, regardez mes mains pleines de cicatrices et tout, et pour moi c'est clairement en fait que de la tension sexuelle qui est entre eux, que de l'attirance, voilà, que du lust et tout, sans qu'il y ait quelque chose de plus profond qui les relie. Et du coup c'était un petit peu bizarre parce que bah il y avait ouais cette obsession un peu bizarre qu'il a pour Elaine, qui pour moi n'est pas saine du tout. En plus il avait des vibes un peu de tueur en série, je vous avoue, donc c'était un petit peu perturbant. Et vraiment quand Rhys lui a dit non, enfin tu ne coucheras pas avec Elaine, tu la regardes pas, tu l'embrasses pas, genre non, parce qu'on a besoin des relations comme ça, comme elles sont avec les autres cours, donc tu vas pas tout gâcher. J'étais en mode yes, merci, même si je t'aime pas, merci pour une fois, parce que bah, vraiment on est d'accord, on est dans le même, on est sur la même longueur d'onde. Rhysand, cela ne peut décemment pas se passer. Mais par contre quand Rhysand lui dit si t'as besoin de te soulager, va dans un bordel, j'étais en mode tu vas me dire que lui, il a besoin de payer
Non, c'est faux. Donc je sais pas ce que vous essayez de faire en mode lui et Cassian. S'ils veulent s'envoyer en l'air, ils ont besoin de payer. C'est faux. Genre, il s'agit d'arrêter de mentir. Genre, il a clairement pas besoin de payer. Non. Donc, Yaris qui le recale, qui lui dit gros, calme-toi, tu vois. Tu vas reprendre tes esprits et tu vas laisser Elaine. Et du coup, il part et tout. Et il retourne à la House of Gwyn où il voit Gwyn en train de s'entraîner et tout. Et ils ont une petite conversation, mais genre vraiment qui dure même pas 5 minutes et demie et tout. Et en fait, quand il repart, et bah on a ce petit insight qui nous dit que les ombres d'Azriel, parce que Azriel c'est le Master of Shadow et tout, chantent quand elle voit Gwyn. Donc en fait ces ombres s'animent et tout, mais ça c'est parce qu'ils sont mates et que même ces ombres le savent et elles le savent avant lui. Donc moi je suis persuadée que Azriel et Gwyn sont endgame et qui vont finir ensemble. C'est la seule fin possible, la seule fin imaginable que je veux pour la suite et pour Azriel. Par contre, le fait qu'il ait décidé de donner... En fait, il a offert un collier à Elaine et du coup, bah, quand il l'a pas embrassé et qu'il lui a dit « Ouais, je suis désolée, je peux pas faire ça et tout », bah, Elaine, elle a pris le seum, elle lui a rendu son collier. Et il a récupéré le collier et il décide de l'offrir à qui? À Gwyn, par l'intermédiaire de la prêtresse de la bibliothèque et tout. Il est en mode « Ouais, lui, pas que c'est moi et tout ». Et je suis en mode gros. I root for you, je te soutiens, etc. Je veux que tu sois heureux, mais il n'y a pas à faire des trucs bêtes. Genre, tu peux pas redonner des cadeaux comme ça à une meuf que tu veux choper, à une autre meuf. Ça se fait pas, on redonne pas des cadeaux comme ça. Je sais pas, jette-le le truc, t'as pas besoin de le offrir. Et ça, je suis sûre que dans la suite, ça va faire des histoires. Je sens le drama arriver à 10 000 km, mais il m'a grave saoulé à faire ça. Parce que moi, concrètement, mais vous imaginez, genre un mec, il vous offre un truc et vous vous rendez compte qu'en fait, le cadeau, il l'avait offert à son ex et que son ex, elle en voulait pas, donc elle lui a rendu et il décide de vous l'offrir à vous. Mais moi je suis quoi? Genre ça va pas ou quoi? Non, ça se fait pas de faire des trucs comme ça. Mais bon, voilà, d'un côté j'arrivais à comprendre quelles étaient ses motivations vis-à-vis de Elaine, parce qu'il dit à Harris, ouais franchement je comprendrais pas pourquoi est-ce que Nesta serait la mate de Cassian et toi Fer serait ta mate, etc. Et moi Elaine ce serait pas mon âme sœur, enfin peut-être que le chaudron s'est trompé, etc. Pourquoi mes deux frères ils sont avec deux sœurs et moi j'ai pas la troisième sœur et tout. J'arrive à le comprendre d'un côté parce que le pauvre en fait, déjà qu'il a un passé super sombre, qui fait un taf super sombre, bah voilà, il a besoin d'affection, il a besoin d'amour, il voit ses potes qui vivent leur meilleure vie de mates, alors que les mates c'est vraiment décrit comme étant un mythe, comme étant un truc qui est hyper rare, où t'as vraiment, enfin voilà, un soul bond, un truc qui est hyper fort, donc il voit ses potes en train de vivre ça, et lui il est là, coucou dans les ombres. Ce qui finalement est une parfaite représentation de ma vie, avec toutes mes potes qui sont là, qui se marient et qui ont des enfants et tout. Et moi je suis là en mode... coucou, j'ai lu un nouveau livre aujourd'hui. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'aurais eu 10 000 autres trucs à dire, mais là je vois au compteur que ça fait déjà 1 heure. Donc voilà, cette vidéo va encore être une fois extrêmement longue, mais ce livre, il y avait tellement de choses à dire, il y avait beaucoup de choses à dire, donc j'ai essayé d'être le plus concise possible. Bien évidemment, je n'ai pas retranscrit toutes mes pensées en vidéo parce que ça aurait été beaucoup trop long. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que AquaSF va sortir chez La Martinière Jeunesse cet automne, je crois au mois de novembre. Donc voilà, vous pourrez le lire en français pour celles qui ne le lisent pas en anglais. Et si vous regardez cette vidéo après avoir lu AquaSF, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me disant ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, si vous avez pas aimé et que vous avez pas trop kiffé la relation Cassian et Nesta et tout, pour qu'on puisse en discuter un petit peu dans les commentaires. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.